Microfilm bonsoir, Godard suite, et hélas, fin, pour ce qui est de microfilm. On a parlé de pas mal de choses la semaine dernière, un peu en vrac. Mais j'espère que ça nous a un petit peu préparé à aborder le film. Le film, donc, c'est Soigne ta droite, où il y a quand même une histoire, comme toujours, extrêmement solide et en même temps très ténue, puisqu'il s'agit d'un cinéaste à qui on demande, si j'ai bien compris, de faire un film en une journée. Même ça, je t'arrête parce que... Mais c'est ma faute. Et j'ai hésité à jouer dedans et je l'ai fait un peu pour le plaisir. Enfin, un plaisir intérieur, parce que extérieurement, c'est encore plus fatigant, si tu veux. Et c'est que non, il y a un personnage, mais du fait que je m'appelle ceci, les gens ne voient pas. Et j'avais pensé à demander à Serrault de le faire, par exemple, parce que, ou un acteur moins connu, parce que je m'étais dit, on ne pensera pas que c'est un cinéaste, on ne le dit pas, et on dit l'idiot ou le prince. Mm. Mais du fait qu'on doit faire un film, on dit il est cinéaste. Non, pas du tout, justement, il n'est pas cinéaste. Et on lui dit, on aurait pu lui dire, il faut organiser un voyage au club Méditerranée ou faire une peinture. Mm. Il a une mission, disons. Oui, j'aurais peut-être mieux C'est un dit. peu mission impossible. On dit vous avez un C'est un jour peu pour mission faire. Hein, impossible, c'est ça. oui, c'est ça. C'était plutôt ça. Et j'ai pensé que ça serait plutôt clair, et puis j'ai vu que non, pas encore. Oui. Donc là, je suis pas au point encore pour faire ça. Et donc il y a à peu près toutes les Enfin, c'est fonctions. quelqu'un qui a mission impossible. Oui, c'est ça. Il doit ramener quelque chose dans des délais très courts, qui est, disons, une œuvre d'art. Et mission impossible, J'aurais peut-être c'est une affaire de programmation. c'est du Borges, si tu veux, C'est ça. plutôt, de ce point de vue-là. Et donc il y a des personnages qui ressemblent de loin aux fonctions traditionnelles du cinéma. Donc il y a quelqu'un qui est peut-être le producteur, il y a quelqu'un qui est le commanditaire plutôt, donc c'est effectivement comme une mission. Il y a éventuellement des acteurs, il y a quelqu'un qui va acheter le film à la fin. Tout ça est traité d'une façon décalée et assez burlesque. Disons, la scène la plus drôle, moi je trouve très réussie du film, c'est la scène en avion. À mon avis, c'est un coup de chapeau à Jerry Lewis. Il y avait une scène un peu Oui, oui, comparable dans un absolument. film Ouais, ouais. récent. Et il y a un autre personnage qui est donc joué par Jacques Villeray, qu'on appelle l'individu. Donc, ce qui, en cette période où on parle beaucoup d'individualisme, tombe plutôt bien. Qui, lui, à ce que j'ai vu, est, disons, chargé de toute une fonction qu'il y a dans tous les films depuis le début, qui est celui qui a rapport au livre et à la culture. Parce qu'il n'apparaît que dans des scènes où soit il lit quelque chose, soit il cite quelque chose, il a toujours des livres à la main, y compris la fable de La Fontaine, La cicale et la fourmi, où il joue le rôle de la fourmi, qui est donc un personnage. Et puis il y a, alors accompagnant le film, dans un statut assez étrange, Lerita Mitsuko, qui travaille, tout simplement, qui répète une chanson. Bon, je tiens à dire, quitte à te faire rougir, que je trouve magnifique ce qu'il y a sur Lerita Mitsuko, et surtout sur elle, je crois que tu as... Ça faisait longtemps que par rapport à un visage de femme, ou à la façon dont elle bouge, dont elle travaille, il n'y avait pas quelque chose d'aussi émouvant et d'aussi affectueux, je dirais. Ça ressemble un petit peu extérieurement à ce que tu avais fait dans le temps avec les Rolling Stones, mais c'est beaucoup moins froid, c'est beaucoup plus Ah oui, oui. Bah, ça domestique, et tient puis c'est pas la beaucoup même musique aussi. Oui, Bon, oui, oui, voilà. oui. Ils sont meilleurs musiciens. Oui. Oui. Et ça, alors, y compris au niveau du son, enfin de ce qu'on est habitué à entendre au cinéma ou à ne plus entendre au cinéma, on en sort assez décapé, comme après une bonne douche et un gant de crin. Il y a le ciel, il y a l'avion, il y a moins de voitures que dans les films précédents. Il y a une façon de faire, disons, qui est depuis quelques films, et surtout dans Le Roi Lear, qu'on n'a pas encore vu en France. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais on dirait que ce qu'il faudrait voir, c'est le son, parce qu'il est très présent. Il est très contrasté, très présent, il empiète. Bon, ça c'est des choses connues, mais c'est plus tellement, à mon avis, par souci du montage comme avant, c'est plutôt parce que tout ce qui est du domaine du son pourrait être, disons, sur l'avant-scène, pourrait presque, je dirais, faire écran à l'image. L'image est beaucoup plus, pas distante, mais un peu ironisée. C'est un film très serein sur l'image, qui n'est pas du tout agressive. Est-ce que cette façon comme ça de jouer le son, plutôt que l'image, mais sensoriellement, c'est-à-dire
sans idée préconçue, c'est quelque chose qui t'intéresse de plus en plus. D'une part, oui. Oui, absolument, puisque je fais ça avec les techniques sonores d'aujourd'hui permettent de faire musicalement et surtout de dissocier l'image du son en les associant mieux tout en montrant leurs différences et peut-être de faire de ce point de vue-là ce que Vertov n'a pas pu à des moments faire vu que la technique était... Qu'il aurait aimé faire. Qu'il aurait certainement... À des moments, il divisait l'image parce qu'il ne pouvait pas éloigner le son. Et donc il y avait des... Et aujourd'hui, mais, alors là, le cinéma a toujours été comme ça. On l'entend dans une salle de concert qui est bien, et puis ensuite on l'entend pas. Donc on se dit pourquoi je sais pas, comme un coureur disons de 100 mètres qui est le champion du monde, puis qui a un problème quand même au public, c'est que les gens ne voient plus. Et alors il court le 100 mètres plus vite, mais les gens ne le savent pas. Et ça l'embête un peu, si tu veux. Et ça, c'est quand même un problème très très important. Parce que... Et je me demande, je me dis, le prochain film, je le fais pas en Dolby. Je le fais plus, je me sers pas de ça. Et en même temps, je suis embêté parce que j'ai l'impression là de pouvoir me servir de mes deux mains, pas comme une seule main. Ou plutôt de faire une promenade en famille. Alors à ce moment-là, l'image qui était le petit gamin turbulent qui sortait de la route pendant que le papa ou la maman disait t'éloigne pas trop, mais qu'elle savait qu'il allait revenir. Là, c'est plutôt le son, c'est l'image qui marche sur la route, qui est plus paisible. Les parents, et puis ils ont les enfants turbulents qui vont courir dans les champs, ou comme le chien, et puis on sait qu'il reviendra. Le son n'est plus en laisse. On le retrouvera, le son n'est plus en laisse. Et en même temps, il fait mieux voir l'image, et il n'y a pas besoin, il faut pas un trop petit écran, mais il n'en faut pas un trop grand non plus. Et qu'aujourd'hui, on en arrive, et la politique des exploitants est stupide. Aux États-Unis, il y a longtemps qu'ils ont abandonné les écrans immenses, ou les trucs comme ça, c'est moyen. C'est moyen, ils ont encore un truc moyen. En France, il y a toujours... on te fait des... Mais ça tue les films. Ça les tue parce qu'il n'y a pas sur l'image et dans son rapport au son... tout ce qu'ils savent faire avec du son, c'est... Enfin, même les gens le disent. Et les gens d'âge moyen n'y vont plus. Ils disent, on voit arriver un train de face et on vous fait entendre le bruit derrière. Moi, je ne vais plus au cinéma. Ça, c'est le Max Linder d'aujourd'hui. Et donc, on a le sentiment que... Le son, donc, est un peu cette... Mais tu as le sentiment, alors moi j'ai le sentiment que tu peux enfin, peut-être, tu as des moyens souples de description qui sont, tu peux peut-être enfin commencer à faire un roman, d'une manière que le roman n'a pas fait. Tu peux peut-être faire du Dos Passos, qui ne pouvait pas faire. Et à cause de ça, accéder à, si tu pars d'une histoire, accéder au sujet de cette histoire... ou bien, si tu pars d'un sujet, comme accéder à une façon de trouver l'histoire qui fait que le public accédera au sujet, le fil de l'histoire, enfin, je veux dire, parce que les films qu'on n'a jamais qu'on fait, Straub, Fassbinder, tout, là, je veux dire, il y a Ariane et il y a le Minotaure, mais le fil, on a du mal. Zidi, il a que le fil, mais il n'y a ni Ariane ni le Minotaure. Il y a rien, oui. Voilà. Mais c'est bien que tu parles du Minotaure parce que c'était ma prochaine question. J'ai vraiment le sentiment que il faut garder cette métaphore de Mission Impossible. Parce que, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, qui m'a toujours plutôt mis en joie. Et deuxièmement, ton film, c'est un peu la même chose. Et en même temps, c'est pas du tout la même chose, parce que peut-être les USA, c'est pas du tout l'Europe. C'est qu'on a le sentiment qu'il y a une programmation, il y a une commande, ça c'est l'histoire. Il y a donc un point A et un point Z. On va quand même aller de A à Z. Mais à certains moments, ça bloque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Et à ce moment-là, tu fais souvent revenir des plans dont je n'arrivais pas à savoir s'ils avaient une fonction poétique, ou l'honnêteté de dire, à tel moment, l'histoire est perdue, le fil est perdu, peut-être que c'est le son qui va nous donner une direction. On revient, on piétine, on prend le temps qu'il faut, et puis tout d'un coup, ça se débloque. Alors, il y a aussi la poésie qui rentre en ligne de compte, il y a des rencontres, et tu sais plutôt les susciter. Et puis, on va arriver à quelque chose, mais la chose à laquelle il faudrait arriver, c'est à ton point de départ à toi. C'est-à-dire il faudrait que le spectateur rentre dans le jeu, c'est un jeu comme Mission Impossible, en disant on a des éléments mais on n'a pas d'histoire. Non, c'est ça, les bons films, enfin, ou ceux qu'on aimait, en fait, c'est très juste, c'est ceux qui, à la fin du film, nous amenaient au point de départ du film.
Et du reste, ce que j'ai beaucoup perdu, c'est que les films qu'on aimait, on y retournait, disons naturellement quand même, comme une deuxième lecture, ou bien qu'après avoir... Pour voir le milieu. Ouais, pour voir le milieu, mais il n'y avait pas le côté, ah, il faut le revoir pour tout comprendre. C'est comme ça, il y avait quelque chose qu'on avait comme un gâteau, et puis on a aimé, et puis le lendemain, on retourne à la boulangerie, on demande, vous avez ce modèle-là. Et qu'il y avait quelque chose de bien, et que la télévision n'a pas alors. Qu'elle fait sous forme de téléfilm ou même de rediffusion, qui n'est pas du tout là, mais qui vient de là encore. Là, elle n'a rien... Et elle ne peut pas inventer. C'est ça le drame, c'est qu'elle ne peut pas inventer. Non. Donc et moi, je crois même que c'est définitif. Oui, certainement, ça prendra un pli, c'est indéfinitif, mais qui a une grande angoisse à cause de ça. Pratiquement aussi, il y a quelque chose, alors qui est beaucoup plus prosaïque aussi, c'est que on est coupé. Alors là, c'est politique, je veux dire, il n'y a personne comme nous, comme toi, qui est autant aimé, et un film russe et un film américain, un film arabe et un film japonais. Il y avait, comme un critique littéraire, hein, il aimera autant Faulkner que Solzhenitsyn, il fera pas, ou que Virgile, il fera pas de... Et là que c'est devenu, il y a une telle absence, enfin tout le monde, c'est l'Amérique, sa force, c'est la culture, toujours, ça a été ça à un moment donné. L'Europe décide, et du point de vue de ce qui s'appelle les images et les sons et les médias, tout le monde a pris, je ne sais pas pourquoi, le modèle européen, même Khomeini, même que le modèle américain, pour passer une nouvelle, c'est la même chose. Il y a un équilibre écologique qui s'est rompu, que moi je sens alors prosaïquement faible. Je manque de ne pas pouvoir dire du mal ou trouver complètement con un film turc, je ne sais pas, simplement parce que j'en vois pas. Il y a un totalitarisme de la culture mondiale comme ça, il y en a absent. Bon, alors, disons, on est des grands féodaux, ou des petits féodaux, et puis il y a le même suzerain partout, et on devient con dans notre là où on est. On finit comme Charles le Téméraire. Enfin, au mieux, tu peux être Charles le Téméraire. J'aurais jamais pensé à ça. Et tu finis du reste, moi qui habite pas loin de là où il a fini, tu finis dans le lac. Parce qu'il y a des petits détails comme ça qui sont assez tristes, y compris pour quelqu'un de ma génération. Moi, je suis allé il n'y a pas très longtemps à Gennevilliers, donc une banlieue communiste, où ils faisaient assez courageusement un cycle soviétique. Et je me disais que c'était intéressant dans une banlieue rouge de remettre sur le tapis tout, c'est-à-dire à la fois Gorbatchev, Vertov, Eisenstein, Tarkovsky, etc. Et la seule question que les gens posaient, c'était, peu importe le film, c'était dites-nous si oui ou non ce film est caractéristique. C'était un bon spécimen de ce que font maintenant les soviétiques au cinéma. Et des gens disaient, même des gens donc communistes bontins, disant on aime ce film, pas tellement parce qu'il est bon, mais parce que on en a marre de voir des films américains et c'est bien de voir autre chose. Mais ils parlaient de l'URSS comme si ça avait été les Philippines ou l'Angola, ou un tout petit pays, où après tout, par bonté d'âme, parce on est informé, on est curieux du monde, on voulait savoir comment ces gens-là faisaient aussi du cinéma. Et moi, je me suis mis en colère en disant, mais quand même, ce qui s'est passé en URSS avec le cinéma à un moment est capital. Ou Tarkovsky, c'est très important. Et c'est tombé dans un vide. Et j'aurais pu faire une conférence qui aurait été suivie avec passion sur le cinéma soviétique, et j'ai pas voulu la faire. J'ai dit, moi, je suis pas un spécialiste. Si j'ai aimé Dovzhenko, c'est bien parce que c'était un grand cinéaste. Et est-ce qu'il n'y a pas cette sorte de... Comme si la télévision crée vraiment du village, y compris dans le cinéma. C'est-à-dire du village, c'est-à-dire on est curieux de voir ce que fait l'autre village, mais on ne pense pas que c'est l'espèce humaine, finalement, qui se joue. Oui, oui. Et donc il y a plus... mais il y a une absence. Il n'y a plus qu'un bras de fer franco-américain qui est assez ridicule. Américano-russe ou franco-américain. Et pour nous, en France, c'est par rapport à... la France s'est mise au pied de l'Amérique... C'est étrange. Enfin, je sais pas, sur le dollar, sur les choses comme ça, il n'y a aucune raison. L'Allemagne, on peut comprendre, elle est divisée en deux, elle a été divisée en deux, on peut... Mais non, c'est étrange. L'Italie, c'est étrange. C'est venu. Oui, mais on revient au Moyen-Âge de ce sens de vue-là. Quand tu parles avec des gens politiques, ils vous disent, bon, la France, c'est rien, l'Italie, c'est rien, c'est un petit canton. Mais ils en parlent comme
Louis XI qui disait, bon, ce petit seigneur-là, oui. c'est pas grave, ce petit seigneur est très, très heureux, hein, l'Italie, il fait des Alfa Romeo, ou disons des Fiat et des Olivetti, bon, bah, il se débrouille comme ça, l'autre comme ça. On en est revenu complètement au Moyen-Âge avec une espèce de sauce. Je sais pas, il y a quelque chose, enfin, qui dans le domaine du cinéma fait qui périclite un peu et que c'est meilleur, et qu'il y a un manque d'oxygène, là. Qu'il y a un manque d'oxygène et c'est difficile de le trouver qu'en soi, sinon dans une espèce de paix intérieure qui permet de dire bon, je fais ça. Je fais ça, mais qui demande, disons, plus de discipline, et s'il y en a trop, comme chez Straub, on perd la suavité aussi, ou chez moi c'est autre chose, chez Rivette c'est un tel, et quand on voit très vite ce qu'est devenu, si tu veux, le cinéma canadien, qui a démarré avec la télévision, avec l'ONF. Oui. Comment on finit Claude Jutras, comment on finit Lefebvre, et comme ça très vite, hein, on dirait c'est presque des suicidés, des jeunes suicidés de la société. C'est tragique parce que les gens à Montréal, ils les connaissent même plus, les jeunes. Ah non. Ils se pensent même pas comme les gens qui viennent après. Ils regardent vers les USA, vers Toronto. Si tu regardes un film d'aujourd'hui, si tu regardes Doyon et puis que tu compares avec un chat dans le sac de Gilles Groux, il y a quand même, moi je dirais un monde de différence. Peut-être pas un grand monde, mais un monde. Mais toi, tu es l'un des derniers cinéastes à avoir voulu t'oxygéner, c'est-à-dire avoir pas mal voyagé ou avoir fait un peu une tournée de popote en disant je sais des choses, si je peux être utile, faites appel à moi. Dans le domaine du cinéma, Oui. oui. Maintenant, on voit qu'il ne faut pas le prendre. Oui, oui. Bah, Maintenant, tu penses que toi, c'était tu une ne le ferais plus nécessité. et que personne ne le ferait plus. Je pense moins. Et puis il y a une fatigue physique, il y a un truc, et puis comme ça. Donc c'est. Et puis je me dis, mais j'ai beaucoup de voyages encore intérieurs à faire et déjà soigner mon corps, peut-être en faisant une promenade dans le Jura. C'est moins loin que le Mozambique et c'est ça qui est. De ce point de vue-là, plus redevenir médecin de campagne. Oui, c'est ça. T'étais J'étais le grand professeur itinérant. T'étais le Barnard, et maintenant à cœur ouvert, et maintenant le personnage de Piala, finalement, médecin de campagne, avec ses démons intérieurs, et une grande paix. On a de plus en plus l'impression qu'il y a quelque chose dans le cinéma qui aura beaucoup de mal à revenir, disons qu'il est son monopole industriel qu'il a eu pendant très longtemps. C'est lui qui formait la perception de base des gens, au moins pour ce qui était des images et des sons, dans un cadre théâtral. En anglais, on dit theatre pour dire une salle. Et je me rappelle, on en avait déjà parlé tous les deux. À un moment, on se disait, peut-être qu'on est dans une période comparable au Parlant, quand il a bousculé ce qui n'était pas du tout fini, ce qui était même qui commençait seulement, qui était le cinéma muet. Et quelque chose de comparable se passerait aujourd'hui, qui serait, faute d'un meilleur mot, disons, le règne de l'information qui est sûrement un généralisée petit épisode médias. au niveau de l'histoire millénaire, mais qui individuellement, je me dis, ben c'est mérité, c'est normal que je m'inquiète. Buster Keaton s'est bien inquiété quand il a vu le Parlant. Lui n'a pas bien compris ce qui lui arrivait. Donc et c'est même tragique. Chaplin ou certains acteurs ou des choses comme ça, tout à fait, c'est la moindre des choses. Dans ces cas-là, donc comme René Clair même. Comme qui a eu sa carrière, si on peut dire, de talent quasiment brisée par le Parlant. Absolument. Dans ce cas-là, donc, au niveau d'un individu dont c'est quand même toute la vie d'avoir fait des films, est-ce qu'il se dit, bon, on le fait tant qu'on peut le faire, ou au contraire, il y avait dans la façon de faire des films des valeurs, bon, des choses auxquelles on tient, pas trop tricher sur la communication, pas trop tricher dans le rapport à l'autre, bon, drôle de mixte entre pédagogie et séduction, qui a toujours été la drôle de double face du cinéma, et qu'il faudrait retrouver ailleurs, parce qu'à un moment, moi je pensais un peu comme ça en disant, après tout, la télévision pourrait hériter pas seulement de ce trésor de guerre qu'elle est en train de piller sans même le comprendre, mais de quelques exigences qui sont passées, peut-être pas par tout le cinéma, mais qui sont passées par 10 noms de gens qui tous avaient un pied en dehors du cinéma, parce que tu dis, je suis un peu chercheur, t'es un peu épistémologue, pour prendre un mot compliqué, mais enfin Vertov aussi, Rossellini aussi, Gans aussi, Wells aussi, Tati aussi, ils avaient tous un pied ailleurs, jusqu'à Fassbinder, jusqu'à Pasolini. Est-ce que c'est pas cette histoire-là qu'il faudrait commencer à raconter? Pas celle de la communication humaine au XXe siècle, c'est trop prétentieux, mais quelque chose un peu comme ça, où le cinéma aurait eu le rôle principal, et où maintenant il aurait un magnifique second rôle.
Est-ce que c'est envisageable, ça? Cette façon de se refaire un fil, si tu veux, qui ne serait pas uniquement le fil cinéphilique. On a aimé la cinémathèque, on a aimé les grands cinéastes. Oui, oui, mais enfin, pour moi, il y avait même un besoin pratique, cette idée de faire un peu une histoire ou des aperçus de l'histoire du cinéma de ce point de vue-là que je fais pour moi-même. Et en fait, là, je serais mieux si j'étais chargé de cours avec des équipes qui pourraient faire des choses. Ça serait dans une relation plus normale avec des étudiants qui entendraient un rescapé si tu veux, ou comme si le capitaine Cook pouvait aujourd'hui faire la philosophie de son voyage, ou Christophe Colomb, bien sûr. Mais en fait, on perd jamais de vue avec toi l'idée qu'il y a quand même une dimension utilitaire au cinéma. Il faut que ça soit utile. Qui n'est que ça. Oui. Qui n'est que ça. Et je pense que s'ils ont encore, actuellement en tout cas, à cause peut-être de cet immense trésor de guerre qui est même plus grand qualitativement que quantitativement, s'ils ont un tel succès à la télévision, c'est qu'il doit y avoir de la part du spectateur ou du téléspectateur un désir de cette utilité et qu'il ne trouve pas dans la télévision, sinon alors vraiment il ne passerait pas. Et ça vient de la manière dont il est fait, qui est primitive et qui restera primitive, qui fait que même la peinture, encore, enfin, elle a du mal, des choses quand même, mais il y a quelque chose, c'est le récit, l'imaginaire, c'est soi-même, c'est des choses, effectivement. Mais à des moments, bon, il y a un équilibre écologique, hein, les arbres ont du mal à survivre, plus ou moins, ça, il y a quelque chose, les océans aussi, au bout d'un moment, si tu déverses du pétrole dans l'océan, il arrivera un moment où effectivement, soit on s'habituera à nager dans le pétrole et ça prend du temps. Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se faire l'avocat du diable, donc avoir une vision plus optimiste? Moi, c'est pas trop la mienne, mais enfin, elle existe quand même. En disant, la télévision, ce n'est que la télévision, déjà, premier truisme de bon sens. Deuxièmement, si elle devait s'améliorer, ce ne serait pas en essayant d'être aussi bonne ou aussi, comme tu dis, sincère et primitive, disons, que le cinéma, mais en étant écologiquement de meilleure qualité. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en droit de dire on a besoin d'un meilleur environnement d'image? C'est principalement la télévision. Pas du tout parce que ça suppléerait à la vraie vie ou aux vraies expériences artistiques qu'il faut continuer à exiger ailleurs, mais parce que il n'y a pas de raison d'être pollué. Donc on peut se battre, comme on disait, sur Océanique. L'émission était un peu mieux que d'habitude, il faut le dire. Disant, est-ce qu'on ne peut pas en faire 2, 3 comme ça? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que, au contraire, on est un peu dans le ça vaut le désespoir? coup, parce qu'on n'est pas très sûr que ça vaut le coup, car tellement la télévision est tellement proche de la bureaucratie, tellement proche. Tout cinéma d'État n'a jamais marché. La télévision, elle a toujours été d'État, ou un état de choses en Amérique, et même d'État en France, ou en Europe. Mais c'est différent un peu. Quand Diderot était payé par Catherine de Russie, c'est pas là qu'il a écrit ses meilleurs trucs. Voltaire, payé par le roi de Prusse, mais il a beaucoup d'ironie, donc il pouvait quand même faire. Mais c'est très rare. Et puis le statut n'était pas tout à fait le même. La télévision, les principaux coupables, c'est quand même. C'est le journal. Moi, je dis la situation du journaliste aujourd'hui. J'aime mieux être cinéaste que journaliste. Et Dieu sait si j'ai rêvé d'être journaliste aussi ou de pouvoir l'être, mais la situation du journaliste, parce que le journaliste ne peut pas. Moi, je peux prendre le copain de ma copine et faire un film avec lui dans une pièce et le montrer. Je pense un jeune peut faire ça. Et il peut attirer l'attention, en tout cas, sur ce qu'il a fait. Faire un reportage en longueur et le passer dans un des journaux d'aujourd'hui, non. Il ne peut plus. Il le fera peut-être une fois, mais après, il ne peut plus. Donc, il y a quelque chose là qui va pas. C'est au niveau de du moyen, même technique, de représentation du monde par il y a quelque chose là il y a quelque chose qui change. Chose qui change et qui est assez, je sais pas, je sais pas.
Moi, je crois que le désespoir, là, vient pas. Dans le cinéma, il l'est pas du tout. Il est un peu en France, mais la France est quelqu'un de très. Tu pars à un jeune américain ou allemand, il se plaint pas du tout de ça. Hmm. Un Américain, il te dit, ouais, c'est difficile de faire un film avec $600, mais il te dit pas, oh là là, le cinéma a disparu ou des choses comme ça. Mais tu comprends que La France est un pays très, très littéraire et oui. qui existe du reste à cause de tout ça. Elle en discute, disons, ouvertement, mais à l'échelon d'un peuple, elle est complètement perdue. Elle est complètement perdue. Parce que toi, par exemple, le statut que tu as ici, qui est assez particulier, tu pourrais pas l'avoir ailleurs. En Amérique, c'est impensable. Ah bah non, c'est impensable. Moi, j'ai essayé, même une fois plus connu d'essayer, je n'ai même pas pu. Parce que là-bas, ou bien on est dans la recherche personnelle, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'Américains qui font des petits films, et très bien aussi, mais ils pensent pas un quart de seconde qu'ils vont les vendre en scénario Hollywood. Ça se décide très très tôt, tandis qu'en France, on a eu ce privilège qui maintenant devient un poids, de pouvoir hésiter, ou même de pouvoir faire des allers-retours. C'est le cas de tous les cinéastes un peu importants, même depuis toujours en France. Personne a toujours été top niveau ou totalement marginal. Mais maintenant, on dirait que c'est une sorte de handicap, puisque les gens n'arrivent pas à se rendre compte que cette position va être très difficile à tenir, qu'elle implique, alors là, comme on disait la semaine dernière, une forme physique formidable, puisqu'il faut être sur deux jambes, il faut pouvoir faire le mineur ou le majeur, passer sous l'eau, revenir, et que donc il faut qu'ils décident d'emblée s'ils vont être dans l'expression personnelle, mais qui quand même une fois sur deux n'est pas très intéressante, ou dans le bras de fer avec ce qui resterait de système. Mais il n'y a plus de système. Il y a la télévision qui guette. Mais et en même temps, est-ce qu'on peut décrire bien un paysage si on ne le parcourt pas, disons de haut en bas, de la terre jusqu'au ciel, et puis du ciel jusqu'à la terre, aller-retour? Non, non, non. On peut pas. Non, non. Mais disons, je sais pas, c'est cette situation française et le cinéma. Enfin, le cinéma pour moi a toujours été un signe, où il est devenu vraiment, ça devient presque naturel, un signe clinique. Mais simplement de par sa fonction de représenter sous une forme facilement visible, enfin, la réalité, comme on dit. Tu vois un cheval, on dit c'est un cheval. En peinture, on dit est-ce un cheval ou est-ce vraiment un cheval? Cinéma, non. Ben, à cause de ça, il annonce les choses, mais sous une forme présente. C'est-à-dire que c'est pas exactement ces choses, mais il annonce, disons, une présence des choses, du fait que ça a sa fonction de présent et de cadeau. C'est un cadeau du destin, le cinéma. Oui. C'est vraiment un cadeau du destin, c'est pour ça que les gens l'ont tellement aimé partout comme ça, parce qu'ils pouvaient, et ils recevaient tous ce cadeau. Et est-ce que tu penses encore à la vidéo, mais pas comme tu l'avais, pas trop comme tu l'avais utilisé, c'est-à-dire quand même dans la suite du cinéma, mais en tant que maintenant il est possible d'avoir des images qui ne viennent pas, qui ne sont pas analogiques, c'est-à-dire qui ne viennent pas du regard. Quelqu'un regarderait quelque chose, un peu comme un peintre, et puis ça mûrirait dans sa tête, et à un moment il en sortirait par le corps quelque chose qui serait une image. Bon, bah, maintenant on peut programmer. Et bon, puis, bah, je le croirais si... Tu veux le voir? Non, si c'était des aveugles qui le faisaient, oui. Oui, parce que c'est tout à fait pensable. Mais en fait, ce ne sont pas des aveugles. Et ils passent pour l'instant, c'est leur vision. C'est l'angle cinéaste qui a le mieux pensé la programmation et qui a mis le plus d'aveugles dans ses films, pas par hasard. Ouais. Je veux dire, c'est des parleurs. Ce qui me gêne, c'est que c'est des parleurs, les fabricants ou les utilisateurs de ces moyens-là, ordinateurs et compagnie, c'est des parleurs qui te font de la vision et qui te disent cette vision est là. Ça n'est pas évident. Ils te le serinent quand même et ils te le disent. Ils font des colloques, ils font des trucs. Ça n'est pas comme ça. Parce que est-ce que nous, là, toi et moi, on n'est pas, disons, plantés sur le même socle? Alors c'est presque philosophique, disant, on ne peut s'intéresser au cinéma, en faire ou le regarder ou même écrire dessus qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui a été enregistré. C'est-à-dire il y a eu de l'enregistrement. Mais quand on dit, mais les images peuvent aussi se programmer à partir d'un logiciel, à partir d'équations mathématiques,
On n'a même plus les bases mêmes de notre fonctionnement. On n'arrive plus à savoir comment on jugerait, comment on comparerait, et même ce que les gens mettraient dedans. Et pourtant, quand on regarde les gens qui travaillent sur les nouvelles images, ils disent voilà, on a un programme qui donne un nombre illimité d'images possibles. À vous de regarder maintenant pour voir celle qui éventuellement peut vous intéresser. Donc c'est comme s'il y avait, dans les grands magasins, quoi, il y a, ce que vous cherchez et que vous ne savez peut-être pas que vous cherchez est déjà réalisé, il faut le trouver. Donc c'est un peu comme tu dis, chercher l'histoire, on pourrait dire chercher l'image Oui, point de départ. Bien sûr, mais ça, oui, mais la loi de Lavoisier, elle fonctionne toujours. C'est que si tu fais ça, il y en a d'autres que tu ne regardes pas. Ah bien sûr, oui, il faut chercher celle qui te concerne. Non, mais il y a une partie qui tombe, je sais pas, si tu as un avoir là, tu as un débit ici. Je veux dire, et on voit que pratiquement, bon, peut-être, mais on voit que à l'autre bout du monde ou même à côté, pas loin, eh ben, c'est pas ça qui se passe. Donc, ils font partie d'une autre race, ces gens-là, dont moi, qui sont les guerriers. Les guerriers, les militaires, les professeurs, la noblesse de robe, enfin, je vais pas dire, et pas le... moi, j'aime mieux soit le roi, soit le petit peuple. Et en fait, la lutte, elle était toujours dans les triades, enfin, comme ça, Dumézil, la Pavre. Bon, il a juste dit ça, mais en fait, c'est les fabricants de textes, ou c'est les prêtres. C'est les prêtres qui ont cherché Jésus. Ça n'a pas été examiné comme ça. Même les Romains, Pilate était plutôt pour lui. Puis c'était Caïphe quand même qui a dit non. Enfin, Caïphe, c'était je sais pas, à la fois le Chirac et le Bouygues de l'époque, enfin, là-bas. Il a dit non, on peut pas, ça, comme ça. Donc c'est autre chose. Je sais pas. Et ceux-là sont, je trouve, et la lutte, elle a toujours été, est-ce qu'elle continuera, elle est toujours là. Donc à des moments, ça me gêne parce que j'ai l'impression que c'est pas les images qui fait. Euclide ne pourrait pas inventer sur ordinateur aujourd'hui, et il n'invente pas ça. D'abord, ils recopient, ils ont une vision faible, et puis quand par hasard ils voient un film, ce qu'ils aiment, c'est Un été meurtrier. Oui, bien sûr. Toujours. Ah ouais, mais tu te dis merde. Toujours, oui. Ah bon, là, je vois le faussaire, là. Hein? Donc parce que moi, ce qui m'inquiète, moi, j'aime pas du tout le dessin animé. Enfin, bon, il y en a que je trouve agréable, etc. Mais il y a une sorte d'incapacité à aimer ça. Or, je trouve que c'est ça qui revient. C'est le dessin animé. Alors, ça passe par le storyboard, depuis le temps que maintenant les gens... Bon, d'abord, le storyboard en publicité est plus puissant que... Beaucoup plus puissant. Est plus puissant que jamais. C'est là où on peut parler de guerrier, t'as raison. Des choses comme ça, ce qui fait que... Moi, si je peux faire des films publicitaires, j'en fais, mais je le fais qu'avec des gens qui disent bon, si vous faites un dessin, que vous signez Jean-Luc Godin, que pour cet argent, ça vous va, ça. Je dis oui, ça va, sans plus. Parce qu'on a le sentiment que pour aller à la conquête des marchés ou du consommateur, il faut effectivement des armes très puissantes. Et les armes les plus puissantes, oui, mais quand tu leur parles, tu vois d'abord que tu ne peux pas leur parler, et tu ne peux pas leur parler non pas parce que c'est une autre discipline, comme je disais avec Dolto, et que tu es dans des disciplines, ils sont tellement... On ne parle pas facilement à Saint-Augustin, je pense. Hein, c'est des choses, on ne parle pas... et que là, tu ne peux pas leur parler parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils perdent tout pouvoir, si on peut dire. On ne peut pas. Ils te disent non, c'est comme ça. Toujours, quand tu arrives, on dit on peut tout faire. On dit on peut faire ça. Ah non, ça va pas, faut faire comme ça. Il y a quand même une série, même si c'est plus souple, qui fait qu'à des moments, moi je regrette d'une certaine manière, parce que je me dis, ça vaut pas la peine de m'acheter un truc comme ça, parce que j'aurai tant d'efforts à faire, et après elle sera toujours... Enfin, je pourrais pas faire grand-chose. Ou même tu vois une voiture, bon, elle est faite en soufflerie avec des dessins, le coefficient d'air est amélioré, et puis en même temps, il y a 2 gros rétroviseurs maintenant à gauche et à droite, ce qui fait, pour d'autres raisons,
Ce qui fait que le coefficient d'air est diminué automatiquement du même nombre. Donc on en revient, rien de ce... Je veux dire, la seule bonne loi terrestre, en tout cas, c'est la loi de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd. C'est parce que tu penses ça que tu n'utilises jamais le mot de création, par exemple, qui est un tel pont aux âmes de tous les discours. Oui, tout... Non, mais écoute, créer... Oui, non, parce que ce matin, là, je suis passé à la radio juste avant de venir ici, et on m'a fait entendre des phrases dites par des hommes importants dans les médias cette année. Donc il y avait une phrase de Bouygues qui tonitruait au moment donc, où il a eu la une, en disant « Nous n'allons pas créer ou inventer une nouvelle télévision », comme si c'était une grande nouvelle. Et moi j'ai dit mais il est fou de penser qu'on peut créer une télévision, même les gens qui travaillent un petit peu mieux que lui comme Canal+, ils sont beaucoup plus modestes, ils ont créé des petits trucs, comme si on pouvait créer une télévision. Or, Bouygues voulait qu'on l'admire de ne pas créer quelque chose que de toute façon il n'aurait pas pu créer. Oui, bien sûr. C'est quand même extraordinaire. Ou comme on dit les créatifs, quoi. Pour ne plus dire les créateurs. Non, mais c'est d'autres gens, c'est les scribes, enfin. Faut pas confondre les scribes et le pharaon. Et toi, tu es soit le pharaon, soit le pauvre Fela de... Soit le Fela, on est un Fela pharaon. On nous dit, qu'est-ce que tu fais là, pharaon? À propos de ta position pharaonique, et pour en revenir à cette conférence de presse assez drôle et assez gaie, je trouve, du Colisée, je me disais, et d'ailleurs quelqu'un l'a dit d'ailleurs dans la salle, il disait, Jean-Luc fait des conférences de presse de plus en plus intéressantes. Je crois que les gens comprennent beaucoup de choses maintenant, beaucoup plus qu'avant. On ne sait pas du tout ce que les gens pensent des films qu'ils ont vus avant. Ça reste une affaire tout à fait privée. Si tu réussis ça, je trouve, c'est le grand changement, c'est la grande terreur. Moi, c'est le poids qui m'opprime. Oui, quand j'ai vu, par exemple, chez Anne-Marie Miéville, qui est mon associée, qui fait un premier long métrage, et quand j'ai vu elle, à des moments, elle m'a dit, ah bon, ben, écoute, je t'ai reproché beaucoup de choses, et je vois que c'était pas à toi, puisque moi, il m'arrive les mêmes. Oui. Il était simplement, tu as une photo, tu parles avec celui qui fait la photo, et il ne regarde pas la photo, il te regarde toi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est supprimé, c'est ça. Oui, bien sûr. Et je crois que dans le monde, je sais pas, entre les Japonais et les Français, par exemple, les Japonais sont simplement plus forts, parce que eux ne font que ça, mais ils se regardent plus l'un l'autre. Donc c'est un défaut aussi. Par contre, les Européens, surtout les Français, ils ne font que se regarder, mais ils ne regardent pas la Renault qui fabrique. Donc la portière tient moins bien. Il faut toujours être 3, oui. Il faut être 3. Je veux dire, le chiffre 3, dans tous les romans de science-fiction, il y a un superbe roman de science-fiction d'Asimov qui s'appelait... Non, c'est Contre la stupidité, les dieux eux-mêmes luttent en vain. On dirait de Lerline ou du Strom. Bon, c'était ma question, mais je crois que ça va être la dernière. C'est l'histoire d'une... Il y a 3 chapitres, dont un est consacré à une triade. Qui était donc... c'est une question gentille. C'est, est-ce que ça t'arrive que des gens te parlent de ton travail, de ton travail réel? Jamais. Plus jamais, à part Miéville. C'est-à-dire dans le détail, pourquoi telle image, pourquoi plus jamais. Son, est-ce que ça s'est pas un peu raté? Plus jamais, un peu certains producteurs, un petit peu, mais dans la race, on dirait disparaît. Mais sinon, plus jamais. Plus jamais. Il semble qu'on ait fini. Il reste donc à dire qu'il faut évidemment voir